Bonjour, aujourd'hui Migrant Story reçoit quelqu'un de très particulier, en tout cas qui me fait très très plaisir. C'est Pierre-Emmanuel Vénard, alias PE. Il Oui, est bonjour humoriste belge. Bonjour PE Bonjour et PE. bienvenue à Migrant Story. Bonjour, merci de m'avoir invité surtout. Ben nous, moi en tout cas, je suis très contente parce que je te suis depuis tes débuts, je te connais un peu quand même. Et oui. Et d'ailleurs, tu as un spectacle optimiste qui a déjà tourné pas mal depuis sa création. Et optimiste, dis-tu, parce que pour être artiste en Belgique, il faut l'être, ce qui Oui. me fait déjà vibrer. Mais bien, on te trouve aussi chaque matin, chaque vendredi matin à 8h50 pour le débrief de la semaine sur Radio Énergie. C'est un rendez-vous qu'on peut surtout pas rater, en tout cas pas moi, parce que je t'écoute beaucoup, je te trouve très drôle, particulièrement parce que tu n'as pas la langue dans la poche et que justement c'est une chose qui intéresse Migrant Story, c'est parler, oser, dire, raconter. Bienvenue parmi nous, PE. Coucou. Alors, première question. Dominique, c'est à toi. Oui, c'est à moi. Merci Julien. Première question PE. Est-ce que tu es fils d'émigrés, arrière-petit-fils d'émigrés, arrière-arrière-petit-fils d'émigrés? Si oui, comment l'as-tu découvert? Comment l'as-tu appris? Et est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote liée à cette affaire? Ah ben je l'ai appris facilement en fait. Ma maman est d'origine italienne et donc mon grand-père en fait donc maternel et ma grand-mère également, enfin feu mes grands-parents du côté de ma maman étaient des immigrés italiens. Donc je l'ai appris très facilement vu que ma maman a un prénom italien, un nom de famille italien et et ce que j'aimais bien ce que j'aime bien pour une anecdote, c'est par rapport à mon grand-père. Moi, évidemment, je suis né en Belgique, j'ai grandi en Belgique et donc je me suis construit dans la société qu'on connaît. Et un jour, ben, en quête de moi-même, j'ai été voir mon grand-père et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, tiens, pourquoi as-tu décidé de venir en Belgique puisque tu viens d'Italie et quand on est en Belgique, l'Italie, c'est un pays où on aimerait bien aller. Et donc, je me dis, tiens, c'est le chemin inverse. Lui, il a décidé de venir en Belgique. Et il a commencé à m'expliquer, en fait, que son périple n'était pas du tout destiné à venir en Belgique. Il m'a dit, non, non, à la base, je ne savais pas que la Belgique existait. Je voulais aller au Danemark. Et j'étais un peu surpris parce que je me suis dit, tiens, donc dans la famille, on est mauvais en géographie depuis le début. Puisque par rapport à l'Italie et le Danemark, ben, la Belgique est quand même vachement à gauche. Et, euh, et en fait, il m'expliquait, c'était une période un peu complexe, vu qu'en fait, il est venu en Belgique, si je ne m'abuse, en 1948, en octobre 48. Donc, c'était sorti de la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, l'Italie n'était pas vraiment du bon côté de la guerre. Et donc, il estimait ne pas avoir vraiment d'avenir en Italie et il a décidé de partir. Et en fait, il a marché, il a pris des trains et à la base, il est arrivé chez les Ch'tis. C'est une de ses premières étapes. Il a dit qu'il avait rencontré des gens formidables, que c'était magnifique, mais bon, après, c'était une personne de grande taille. Le travail qu'on lui proposait quand il est arrivé chez les Ch'tis, c'était de descendre dans les mines. Et le problème, c'est qu'une grande personne dans les mines, c'est très compliqué, ça donne très vite mal au dos. Déjà de base, quand on a une taille moyenne, je ne pense pas que ce soit agréable, mais alors quand on est grand, c'est encore plus compliqué. Donc, en parlant avec d'autres Italiens, on lui a dit, ah, mais si tu veux, en Belgique, ils engagent à l'usine. C'était des produits chimiques, donc c'était encore plus désagréable à respirer, mais au moins il avait pas mal au dos. Et donc il est arrivé en Belgique et il a dit j'ai rencontré en fait des gens. Quand il expliquait les premiers Belges qu'il a rencontrés, en fait il mettait toujours un pouce en l'air. Il dit j'ai rencontré des gens comme ça. Et je pense que en fait finalement c'est ça quand on arrive quelque part, c'est souvent des rencontres humaines qui font qu'on va rester ou partir. Et là il est tombé sur des Belges chouettes, en fait pas spécialement des Belges. En fait il est tombé sur des êtres humains qui étaient vraiment géniaux et ça l'a conforté dans son idée de ok je suis arrivé à un endroit agréable où je pourrais faire ma vie. Bon, en tout cas, c'est agréable d'entendre ça. C'est pas très courant de nos jours, donc ça fait plaisir d'avoir au moins des anecdotes qui commencent bien quand on arrive Ouais. quelque part.
Alors, on le sait, l'art a toujours été un moyen fort pour dénoncer des persécutions, dénoncer des atrocités, dénoncer des injustices. Le monde aujourd'hui, en particulier l'Europe, fait face à une crise migratoire. Quel rôle penses-tu que l'humour peut-il jouer? Oh, ben avec l'humour, en fait, on peut faire énormément de choses. Après, l'humour peut être engagé, l'humour peut être politique, l'humour peut aussi être complètement absurde et ne pas du tout s'occuper de ce genre de sujet. Et, euh, et la difficulté, en fait, aujourd'hui, c'est que déjà, il faut savoir si on fait de l'humour, il faut que les gens comprennent bien que c'est de l'humour. Parce que maintenant, il y a tellement de discours qui se véhiculent sur Internet. Parfois, les gens oublient, tiens, est-ce que c'est un militant, est-ce que c'est un humoriste ou quoi que ce soit. Et donc, moi, je pense que, par exemple, avec mon humour, où j'aime bien aller taquiner, chatouiller, la seule manière dont je pourrais intervenir pour aider, ce serait bon, ben, déjà parler du sujet, parce que je pense que éviter le sujet, c'est aussi nier une réalité. Et donc, je pense pas il faut pas avoir peur d'aborder les sujets. Et surtout, ben après, genre parfois il y a des spectacles où les bénéfices sont réservés à des associations qui s'occupent justement de personnes en difficulté. Et ça, je trouve que c'est vraiment toujours, c'est mettre toutes les pièces du puzzle ensemble en se disant, bah, toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, génial, toi, tu fais de l'humour. Toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai une ASBL qui s'occupe, je ne sais pas moi, de récolter de la nourriture pour les gens qui sont arrivés en Belgique et qui ne sont quand même pas très bien accueillis, il ne faut pas l'oublier. Et tous ces gens ensemble ben, peuvent s'entraider. Et donc, ça, c'est une belle chaîne humaine, quoi. Et au travers de ça, avec l'humour, ben, on peut s'amuser à le dénoncer, ou on peut aussi juste dire, ben voilà, aujourd'hui, moi, j'ai décidé de vous parler de complètement autre chose pour détendre l'atmosphère, parce que je pense que l'actualité est déjà un peu dure. Mais sachez que le billet que vous avez payé ira pour aider ces gens. Et voilà, donc c'est aussi parce que parfois les gens viennent voir de l'humour, mais ils ont juste envie aussi de se détendre, parce que voilà, la réalité de chacun aussi. Si on prend par exemple le quotidien d'un éboueur qui se fait des journées hyper longues, peut-être que le soir, s'il va voir un spectacle d'humour, il se dit, moi j'ai juste envie qu'on me parle d'un truc léger pour me détendre. Et s'il se dit, mais par contre, si je sais que mon billet va aller pour aider des gens, ben ok, je suis content. Alors, Pierre-Emmanuel, toujours dans le sens de ce que l'humour peut apporter, on a remarqué que malheureusement, c'était un constat que nos médias, généralement, nos médias, les masses médias, présentent les migrants, sont toujours des visages sans nom. C'est des silhouettes, sont facilement associés à la fatalité, à la crise. Qu'est-ce que toi, je me permets de te tutoyer, tu penses que Oui, tu oui. pourrais apporter pour casser vraiment ces images-là, ce que malheureusement nos télévisions, nos radios ne le font pas très bien, disons-le de manière très, très tangible. Ce que je pourrais apporter moi. Oui, et les autres collègues, ce que les médias ne font pas, comment est-ce qu'on peut humaniser ça? Ben, déjà, je pense qu'il faut arrêter, enfin, faut arrêter, c'est très simple à dire aussi, mais c'est c'est très réducteur de juste dire les migrants, Oui, parce que on on ne sait jamais finalement de qui on parle, parce qu'on dit toujours Absolument. les migrants, mais finalement, peu importe d'où on va sur Terre, on est toujours le migrant de quelqu'un. Et ce qu'il y a de dommage, c'est qu'on a fait des différences dans nos sociétés. Par exemple, si moi, vu que physiquement ça se voit, je suis blanc, si je change de pays, on va pas dire que je suis un migrant, on va dire que je suis un expat. Et je me dis, c'est quand même dommage qu'on fasse C'est déjà des différent. différences sur Absolument. les êtres humains. Et encore vu maintenant, on n'a pas traité, par exemple, les Parisiens qui ont essayé de fuir le confinement en partant dans leur maison de campagne, on les a pas traités de migrants. On a juste dit les Parisiens partent à la campagne. Et quand on les a vus fuir alors que c'était juste un confinement, je me dis, tiens, il serait peut-être temps de réaliser que les gens qui fuient leur pays, ils ne sont pas en train de fuir un confinement, ils sont en train de fuir des bombes, ils sont en train de fuir la guerre, ils sont en train de fuir la misère. Et c'est quand même dommage aussi de se dire que
qu'il y a un invité primordial à la table est négligé, c'est l'histoire, parce que on dit toujours il faut apprendre de ses erreurs, et une des plus grosses erreurs qu'on fait pour le moment et qui est véhiculée aussi dans les médias, c'est qu'on oublie complètement l'histoire et on oublie qu'on tous un jour, enfin en globalité. Tous migrer un jour, oui, on vient tous de quelque part, absolument. Oui, on vient tous de quelque part, et donc c'est un peu dommage. Et alors, c'est toujours un frein sur les migrations, parce qu'évidemment, il y a des gens qui vont faire des résumés. Parce que, par exemple, comme moi, j'ai un grand-père qui était italien, ben, là, parfois, les gens me disent oui, mais c'est pas la même chose, parce qu'il est blanc, on a déjà la même religion. Et je dis oui, mais c'est con de négliger l'histoire, parce qu'en fait, après la Seconde Guerre mondiale, en Belgique, il y avait des cafés où il était mis interdit aux chiens et aux Italiens. Exactement. Donc, ce n'est pas une question de quoi que ce soit, c'est qu'en fait, les gens déjà ont très peur de s'ouvrir. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour constater ça. Si on va dans un petit village, peu importe lequel, on verra parfois des vieilles personnes ou plus jeunes qui vont se mettre à la fenêtre. Si c'est un visage qu'ils ne connaissent pas, ils se diront déjà « c'est qui lui, on ne l'a jamais vu ici ». Alors si c'est une personne en plus qui est noire, ils vont se dire « c'est qui lui, un noir dans le village, on ne l'a jamais vu ». Et ça devient toujours de plus en plus grand. Plus la personne est étrangère à son entourage commun, plus ça pose de questions. Alors tu as envie de dire, et plutôt que de rester derrière ta fenêtre à te demander qui est cette personne, ouvre ta porte et va lui dire bonjour, et comme ça tu auras une réponse claire, nette et précise, et ce sera le début de la communication. Exactement. D'ailleurs, on avait un cas, je pense, qui nous a raconté sa sur Migraine Story, où lui, il est arrivé, il est allé toquer à toutes les portes pour justement se présenter. Ça avait étonné les gens. Au début, ils l'ont vu, ils ont dit mais qu'est-ce qu'il nous veut? Et en fait, il était juste venu les saluer. Donc, c'était très rare, mais c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Alors, P.E., on a observé pendant le confinement, justement, une énorme ampleur des inégalités sociales. Que préconises-tu en tant qu'artiste engagé? Moi, je trouve que ça, c'est vraiment une chouette question, parce que on m'avait demandé, donc, ce que je préconise, je vais me prendre moi comme exemple, parce que c'est ce que je connais le mieux, et donc je crois que je ne devrais pas trop. Et c'est ce qu'on aimerait savoir aussi. Mais par exemple, là, on demande beaucoup ce qui va nous arriver par rapport aux artistes. Est-ce qu'on a des aides ou quoi que ce soit? Et moi, je me dis, et je pense que ça doit être fait aussi à l'échelle de la population globale, c'est regarder qui est la personne qui est le plus dans le besoin. Et c'est de commencer par aider les gens qui sont le plus dans le besoin, pour après remonter toujours jusqu'à arriver à la personne qui n'est pas dans le besoin. Mais c'est vraiment d'abord se focaliser sur… moi, je fais partie des privilégiés finalement, parce que moi, avec le confinement, ok, j'ai plus pu me monter sur scène, j'ai pas pu jouer mes spectacles, mais j'avais la chance de pouvoir continuer à faire des chroniques en radio, donc j'avais toujours un revenu. Et donc ça, c'était assez confortable. Mais je me dis, il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là. Il y en a qui ont perdu tout du jour au lendemain. Il y en a qui ont tout perdu du jour au lendemain et qui en plus ont des familles à nourrir. Moi, par rapport à la crise qu'on vient de passer, j'ai une chance, c'est que je n'ai pas non plus d'enfants à nourrir, quoi. Donc, je veux dire, j'avais encore un maigre revenu et ça me permettait de vivre moi. Et donc ça devient juste égoïste. Et donc je me dis, bon, ben, sur Terre, on n'est pas seul. Et je pense qu'il faudrait se focaliser vraiment sur les gens qui sont dans la plus grosse galère et de se dire, OK, ben, si on a vraiment envie d'être une société forte, eh ben, les forts regardent les plus faibles. C'est un peu triste à dire comme ça, mais c'est OK, comment on peut vous aider? On va le faire, et ça pourrait déjà réduire évidemment ces inégalités, mais une fois encore, l'histoire nous montre qu'on n'aime pas apprendre de nos erreurs, vu que le fossé s'écarte de nouveau. Je l'ai dit dans une chronique il n'y a pas longtemps, un jour les historiens parleront de notre époque en disant que c'est le Moyen-Âge 2, parce qu'on est vraiment en train de se renfermer sur soi-même. C'est tout à fait vrai, en plus. Donc alors, voilà, je pense… Oui. Non, on t'écoute. Non, mais c'est ça. Je pense vraiment qu'il faudrait d'abord se focaliser sur les personnes qui ont le plus besoin, et de se dire, ben voilà, d'abord, réglons en fait les problèmes les plus urgents en premier, et occupons-nous en fait tu sais, par exemple, quand je vois dans la presse qu'on met vraiment en avant, est-ce que vous pourrez partir en vacances en France cet été?
qu'est-ce que je m'en branle? Dis, si mon voisin n'arrive pas à manger, je m'en fous d'aller en vacances en France. Hein. Faut que mon voisin mange parce que sinon, en hiver, quand je pars pas en vacances, avec qui je vais faire un brasero dans mon jardin si mon voisin n'a pas mangé et qu'il est mort? C'est ça qui est con. Donc d'abord s'occuper des gens qui sont près de nous et qui ont des difficultés avant de se poser la question de est-ce que je pourrais mettre mon maillot d'une collection de merde de chez H&M. C'était une belle place en Côte d'Azur. Voilà. Alors, oui, une question, il y a quelqu'un qui a dit il y a quelques temps pendant l'interview que peut-être la première chose qu'on devrait réapprendre à faire aujourd'hui, c'est rêver. Rêver. PE, s'il t'était demandé de refaire un monde aujourd'hui, comment serait-il? Je pense que je le baserais sur je changerais l'enseignement. Je pense qu'il faut habituer les gens en fait à s'amuser avec des choses tellement naturelles. Genre, pendant le confinement, je me suis dit, tiens, c'est con, je suis pas un bon jardinier. Alors que finalement, c'est génial. Dans la vie, qu'est-ce que j'aime? J'aime manger. Et ben voilà, je me dis, ça, si je devais refaire le monde, j'apprendrais aux gens à cultiver la terre, à se passionner de la nature, à comprendre les animaux, parce que finalement, on s'est barricadé dans une société de surconsommation qui finalement nous angoisse et nous rend triste finalement parce que en fait on s'est mis dans une société où on veut toujours plus. On veut. Satisfaction immédiate en fait. Voilà, et c'est dommage parce qu'en fait il faudrait. Je crois qu'il y a un tweet qui a bien résumé la crise. Il dit c'est quand même dingue de voir que notre système financier s'écroule alors que les gens finalement ne peuvent acheter que ce dont ils ont besoin. Et je trouvais que c'était un très beau résumé parce qu'en fait c'est ça qu'il faut réapprendre aux gens. Est-ce que tu le veux ou est-ce que tu en as besoin? Ouais, c'est très très bien résumé. C'est une très très jolie phrase. On veut un monde comme ça nous aussi. J'adore. Dis-nous, PE, quel serait le mot de la fin pour toi? Le mot de la fin pour toi? Le mot de la fin pour moi? Aimez-vous. Ici, là, maintenant. Si tu devais donner un mot de la fin. Moi, je dirais aimez-vous. C'est très, très joli. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. On invite tous nos lecteurs à, bien sûr, aller t'écouter pour ceux qui ne te connaissent pas sur Énergie les vendredis matins, mais pas seulement, d'aller voir aussi tes spectacles. Moi, je suis absolument fan et je compte continuer à te suivre. Merci beaucoup, PE, et à très bientôt, j'espère. On t'embrasse. Oui. Moi, je t'embrasse. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.